La malédiction de la pierre de lune. Ce matin, une abeille s'est posée sur le rebord de la fenêtre. De là, on voit les gardes en bas, posés en faction dans la rue pavée, devant la grille du cimetière pour en surveiller l'accès. Ils sont immobiles et se confondent presque avec les groupes d'habitants pétrifiés, victimes de la pierre. Jour et nuit, je les vois, mais eux, ils ne me voient pas. Personne ne me prête plus la moindre attention, et encore moins maintenant que la guerre imminente occupe tous les esprits. J'ai mené longtemps à Amargul une vie sans histoire, mais contrairement à beaucoup d'habitants de la cité, je ne suis pas née ici. Je viens des collines à l'est. Nous vivions près d'une forêt, mon mari et moi, et avions des ruches. Nous faisions le meilleur miel du pays. On venait de loin pour s'en procurer et nous étions heureux, même si la vie dans les collines était par périodes précaire et dangereuse, à cause des brigands et des voleurs de grands chemins qui sillonnaient parfois le pays. Mais lorsqu'Aurel, notre jeune fils, n'avait que 10 ans, mon mari fut emporté par la fièvre. Je décidai alors de rejoindre Amargul ou Fedora, la cité voisine et rivale historique, de l'autre côté du fleuve en aval. Finalement, ce fut Amargul parce qu'elle était plus proche. Même si elle me déconcerta au début, je m'accoutumais à la vie dans la cité, la vie était plutôt agréable dans l'ensemble et même si j'aurais préféré que mon fils grandisse ailleurs, dans un endroit paisible, dans les collines, Amargul était un endroit sûr et prospère avec de larges ceintures maraîchères, de nombreux canaux d'irrigation, d'épaisses murailles et une école. Sans le tenir à l'écart de ses camarades, j'essayais de cultiver l'esprit critique d'Aurel et de lui montrer l'étrangeté de certains aspects de la vie d'Amargul, car la vie que l'on y menait était frénétique, bruyante, insouciante et inquiète selon l'humeur de la cité et ce que l'on y disait de soi et des autres. Les habitants d'Amargul ne laissaient pas de me surprendre. Ils avaient tous reçu une instruction et pourtant, ils ne semblaient s'intéresser qu'à leur divertissement, qu'à leur image et à ce que l'on disait d'eux. Ils déployaient pour que l'on parlât d'eux des trésors d'imagination et d'ingéniosité. Ceux qui y parvenaient le mieux étaient invités partout. On les honorait volontiers pour briller un peu dans leur lumière. Quant aux autres, on était disposé à en louer les qualités pourvu qu'ils en fassent de même en retour. Il en résultait une vie étonnante, sereine et indolente, mais où l'on était pourtant toujours attentif, sur la brèche. Une vie ponctuée de 1000 subtilités, hypocrisie, inquiétude, jalousie, rivalité, querelle, alliance, entente et mésentente, et de 1000 obligations et loisirs dont je n'avais qu'une idée fort obscure. Les choses auraient-elles été très différentes si nous nous étions installés à Fedora? Je n'en suis pas sûre. Mais toutes les subtilités d'Amargul me semblaient hermétiques et peu dignes d'intérêt. À les voir s'empresser, on aurait dit que ces habitants étaient uniquement préoccupés de rechercher l'approbation ou l'admiration des autres sur la base des apparences qu'ils donnaient. Et le plus souvent, il me semblait vivre dans Amargul comme dans un immense miroir creusé, aux parois concaves, au sein duquel la pose qu'on y prenait se réfléchissait à l'infini. C'est pourquoi je m'en tenais un peu à l'écart. Je me contentais de temps à autre d'en suivre les rituels les plus importants, comme l'on entre dans une farandole, en se laissant porter par la foule. Je le faisais sans entrain, mais on ne m'en tenait pas rigueur. Pour les habitants d'Amargul, je n'étais qu'une paysanne qui venait des collines. J'étais trop simple pour les comprendre. Je ne présentais pas d'intérêt à leurs yeux, et cela suffisait pour qu'on me laissât tranquille. Telle était la vie à Amargul.
On tâchait aussi d'y éviter tout labeur, tout effort. À l'intérieur des murailles, tout travail était perçu comme un aveu de faiblesse et d'incapacité, ou comme quelque chose de déshonorant. Cela aussi, j'en souriais parfois avec Aurel. Pour gagner notre pain, je faisais des travaux de couture ou lessivais les escaliers et les murs des grandes maisons des notables près de la citadelle. Du travail, il y en avait, et je ne me cachais pas pour le faire. J'étais loin de me douter que tout cela pourrait un jour s'effondrer comme un château de cartes. J'étais loin de me douter de ce dont les habitants d'Amargul étaient capables. J'aurais souhaité faire comme tout le monde ici, ne pas me faire remarquer. Mais comment faire comme tout le monde quand chacun veut paraître singulier ? Pourtant, j'avais fini moi aussi par trouver ma place et on me fichait la paix. Peut-être parce que je manquais de ce retour sur soi qui préoccupait tant les habitants de la cité et les rendait selon l'humeur du jour et le qu'en dira-t-on, inquiets ou folâtres. Ou peut-être parce que je m'acquittais de ces tâches avec ce qu'ils prenaient pour une sorte de fatalisme ou de sagesse résignée. Mais même si tout cela me plongeait parfois dans une certaine perplexité, ce n'était pas très important. Mon vœu le plus cher, c'était d'élever Aurel du mieux possible et de le préserver autant que faire se peut de la cité, de son agitation et de son indolence. Je voyais bien que, malgré son jeune âge, il se posait parfois des questions et s'étonnait de ne pas trouver toujours tout naturel. Mais c'était un bon garçon, qui n'était pas comme les autres enfants d'Amargul. Au fond, la seule chose qui me faisait peur, c'était d'être un jour poussé vers la solitude et l'oubli avant qu'il ne soit devenu adulte, vers ce quartier près du cimetière, le Lazaret, où l'on reléguait ceux dont l'image n'était plus monnayable, ceux qui n'avaient plus de valeur, les malades et les vieux. Dans ce quartier, le soleil ne se frayait qu'avec peine un chemin, tant les rues y étaient étroites, tant les murs des maisons de chaque côté de la rue penchaient les uns vers les autres. Et même si certaines nuits, on y entendait parfois monter des plaintes et des lamentations, personne ne daignait tourner la tête ou s'inquiéter de ce qui se passait là-bas. Je fus exaucée de ce vœu. Aurel devint un beau jeune homme. À 18 ans, il devint messager. Il portait des missives importantes dans la cité et parfois en dehors, à Fédora ou en d'autres cités plus lointaines. Il courait, montait à cheval, était fier et endurant, et il était courageux. Mais après des années de paix et de prospérité, des nouvelles inquiétantes se succédèrent. On disait que Fédora rassemblait ses troupes et levait une armée en vue d'attaquer la cité. Et à 20 ans, avec la montée des tensions, Aurel fut réquisitionné au nom de la raison d'Amargul. Il devint le messager d'intenses tractations diplomatiques et militaires. Parfois, il partait pendant la nuit, aux heures illicites, et dormait en chemin dans des abris de fortune. Je passais de longues heures à l'attendre le soir, en jouant aux cartes ou aux dés. Je voyais bien que, depuis qu'il avait été réquisitionné, il n'était plus le même. Il se morfondait et il était d'humeur sombre, même s'il s'efforçait de me le cacher. Il avait plusieurs fois souhaité que nous repartions vivre dans les collines, mais je lui avais fait part de mes réticences. En vérité, la vie était devenue dangereuse partout, mais je ne voulais pas me l'avouer. Un soir, nous eûmes une dernière discussion à ce sujet. « Retournons dans les collines, maman. Il y a les ruches, il y a une source. Nous nous débrouillerons. Fais-moi confiance. » Je me débrouille déjà quand je suis dehors, tu sais. Je suis bien obligée. Je ne veux plus vivre ici, maman. Partons avant que la guerre n'éclate. Je ne veux pas être enrôlée pour me battre contre Fédora. Je ne veux ni combattre ni mourir pour Amargul. Tout ce qu'ils veulent, c'est m'envoyer faire la guerre et mourir à leur place. Mais on ne peut pas faire ça. Nous faisons partie de la cité,
protestai-je faiblement. On n'a jamais fait partie de la cité, maman. Et on n'en fera jamais partie, tu le sais très bien. Nous n'avons rien de commun avec ces gens. Et après tout, si tout le monde faisait comme moi, il n'y aurait pas de guerre. Viens avec moi. Nous avons déjà vécu là-bas. Nous serons bien. Nous serons mieux qu'ici où il n'y a rien de bon à espérer pour nous. Aurel, la vie là-bas est devenue dangereuse, crois-moi. Il n'y a plus personne là-bas que des voleurs, des brigands. Je suis sûre qu'il y a d'autres gens là-bas. Des gens comme nous, maman. Ce qui est dangereux, ce qui est malsain, c'est de vivre en grappe ici, entassés les uns sur les autres. Regarde autour de toi. À quoi passent leur temps les habitants de la cité? À ses pieds, à rivaliser les uns avec les autres et à essayer de s'impressionner. Mais au fond, ils se détestent. Je préfère vivre avec les abeilles. Les abeilles, elles, ne s'occupent pas de ce que font les autres. Elles font ce qu'elles ont à faire. Et même s'il n'y a personne là-bas, lorsque quelqu'un passera, de temps en temps, ce sera un moment précieux, un cadeau, ce sera dimanche. Pas comme ici. Je fermais les yeux. Une petite voix me disait que c'était lui qui avait raison. « D'accord, nous partons, lui dis-je. » Et il m'embrassa. Quelques jours plus tard, nous partîmes, au point du jour, un sac à l'épaule, plusieurs épaisseurs de vêtements sur le dos. Sous un large manteau et un chapeau qui dissimulait en partie son visage, Aurel marchait devant, en éclaireur, rasant les murs, silencieux comme une ombre. Je le suivais avec plus de difficulté. Aux portes de la cité qui venait de s'ouvrir, il ne fut pas inquiété. Je passais à mon tour sans encombre. Nous marchâmes près d'une demi-heure au petit matin quand nous entendîmes des aboiements et le bruit d'une cavalcade derrière nous. Une patrouille de la cité était à nos trousses. Quelqu'un avait-il reconnu Aurel? Était-on venu chez nous avec une missive à porter et trouvé porte close? L'alerte avait été donnée. Nous tentâmes de nous cacher, mais les molosses flairaient notre piste. Nous fûmes arrêtés, ramenés à la cité, jetés en prison. La nouvelle fit grand bruit et partout dans la cité, on parla de nous avec vindicte. Nous avions été séparés. Je passais plusieurs semaines isolé dans la prison de la citadelle. Je fixais le mur de ma cellule en silence, jour et nuit, en attendant un miracle. Le miracle ne survint pas. On finit par me relâcher, mais, sorti de prison, j'appris le sort qu'Amargule avait réservé à mon fils. Comme il n'était pas en service et qu'il semblait fuir Amargule, il avait été accusé d'espionnage, puis au terme d'un procès expéditif, condamné à mort comme traître et déserteur. Quelques jours plus tard, devant les habitants de la cité qui s'étaient déplacés en masse, il avait été exécuté en place publique et jeté à la fosse commune.
n'avais pas fait d'éclat en prison. Je n'en fis pas non plus au dehors. Mais, ivre de désespoir, privé de pouvoir même enterrer le corps de mon fils, j'errais 3 jours et 3 nuits en silence dans les rues d'Amargul, en maudissant au plus profond de mon cœur et la mort dans l'âme, la cité et ses habitants. Juste après cette ignominie, il se passa dans la cité quelque chose d'inexplicable et d'effroyable qui occupa de nouveau tous les esprits. On retrouva à la sortie du cimetière un groupe de personnes mortes, debout, comme pétrifiées. On aurait dit des statues. Leurs corps durcis et immobiles avaient été happés en plein mouvement, et la couleur de leur peau, grise, spectrale, blafarde comme les remparts d'Amargul au clair de lune, les faisait ressembler à des pierres. Ce furent les premières victimes, d'autres suivirent par dizaines. Au cours de manifestations publiques qui se transformèrent soudain en mausolées et en tombeaux, beaucoup d'habitants périrent. Malgré les murs d'enceinte et les gardes, c'était un nouveau fléau, plus redoutable encore que la menace de Fédora, qui s'était introduit et propagé dans la cité. La pierre de lune, comme on l'appelait, semblait en suspension dans l'air, imprévisible, invisible et mortelle. Lorsqu'elle tombait comme un coup près, sans avertissement, et ne faisait pas de quartier. Elle précipitait et figeait les humeurs du corps dans un état sec et froid. Elle ne se manifestait qu'à l'air libre dans les rues. Désormais, les habitants sortirent seuls, en rasant les murs. Les physiciens et les apothicaires dirent de la pierre de lune qu'elle agissait sans doute comme une sorte de transmutation très puissante du vivant vers le minéral et qu'elle était probablement d'origine non naturelle. Peut-être une arme de guerre élaborée par les alchimistes de Fédora, bla bla bla. Mais en réalité, personne ne savait ce qu'elle était ni d'où elle venait. Et aucun remède ne semblait être efficace contre elle. La peur s'installa à Amargul, et avec elle, la superstition. La nuit, on multipliait les rondes, et on allumait des bûchers pour éloigner les mauvais esprits. On surveillait le cimetière. Une suspicion aveugle et lourde tournoyait dans l'air, cherchant une victime expiatoire, un coupable, tel un vautour dans le ciel gris. Parfois elle tombait sans crier gare sur un malheureux ou un curieux qui tournait un peu trop près des statues. On lui réglait son compte après un procès expéditif pour sorcellerie ou nécromancie. Inconsolable, je sortis la nuit plus d'une fois, en marchant au milieu des rues pavées, espérant être foudroyé moi aussi par la pierre de lune. J'allais là où elle avait frappé, près des statues, espérant sans raison qu'elle frapperait par 2 fois au même endroit. Les victimes, figées dans l'éternité au moment de leur dernière convulsion, formaient d'innombrables sculptures, de monstrueux enchevêtrements et des blocs compacts aux formes grotesques et inquiétantes.
mis à nu, un peu plus chaque jour par leurs vêtements qui se décomposaient et partaient en lambeaux comme ceux de noyés, leur corps gris avait quelque chose de sinistre et d'indécent, comme s'ils se fussent livrés outre-tombe à d'infernales et impérissables orgies. Mais la pierre de lune ne voulut pas de moi, et le temps passa. Amargule perdit de sa superbe. Elle continua à vivre, mais comme continue à marcher une poule à qui l'on a coupé la tête. Comme c'est étrange, tous ceux qui représentaient le peuple et les instances officielles de la cité, tous ceux qui détenaient le pouvoir, avaient disparu, soit qu'ils eussent été figés par la pierre, comme des mouches prises dans l'ambre, soit qu'ils eussent fui Amargule au premier temps de la catastrophe. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. L'atmosphère de liesse et de vanité, banale comme le mal que l'on fait aux autres, s'est envolée, comme si le rideau était tombé et le spectacle terminé. Il y a des postes de contrôle partout. Les habitants circulent de plus en plus difficilement. Ils se sont organisés en milices par quartier et patrouillent jour et nuit. Ils sortent, mais poussés par la nécessité. Ils vont chercher de l'eau, de la nourriture, un peu de travail, un peu d'air frais à respirer, un peu de ciel à apercevoir. Ils s'entraident entre voisins, font un peu de troc, de l'eau, des légumes, un demi-sac de blé, un bocal de sel, des œufs, éventuellement des armes. Les mieux lotis sont ceux qui possèdent un lopin de terre, un puits dans leur jardin, qu'ils surveillent jalousement. Ils se méfient et se détestent de constater de ne pouvoir vivre les uns sans les autres. Alors ils parlent de malédictions pris le ciel, imaginent des remèdes contre la pierre et cherchent des boucs émissaires. Ils redoublent aussi d'efforts pour se protéger de Fedora et peut-être prendre les devants et les surprendre. Mais il y a bien longtemps que personne ne sait ce qui se passe au dehors, de l'autre côté des murailles. Qu'est-ce qu'ils pourraient bien savoir de ce qui est vrai et de ce qui est faux? Le plus clair du temps, ils vivent terrés chez eux. Et le messager, ils l'ont tué. Je me suis retirée au lazaret. Aux prises avec leurs doutes et leurs craintes, les habitants de la cité m'ont oublié comme ils ont oublié Aurel. Mais moi, je ne les ai pas oubliés. Je continue à les maudire. Et même si je ne parcours plus les rues pour être foudroyée par la pierre, je continue de me maudire de n'avoir pas su voir à temps ce que je vois clairement à présent. La nuit, je continue à sortir, mais pour aller voir les statues. Lorsque je m'approche de ces amas de corps pétrifiés qui restent là, dans les rues, sous nos fenêtres, entremêlés sans voile et sans retenue les uns aux autres en une espèce d'étreinte impudique et confuse, j'ai l'impression d'y voir figées pour l'éternité des trames de vie mises à nu. En observant ces statues qui émaillent les places et les rues à présent désertes et silencieuses d'Amargule, je me dis qu'elles ne sont que le grotesque et sinistre reflet de ces habitants qui se détestent, mais se retrouvent, se sourient, se serrent les coudes et se congratulent lorsque les circonstances l'exigent. Oui, j'y vois clair à présent. Je vois de quoi la cité est faite, de quoi elle se nourrit et sur quoi elle est bâtie au fond. Toutes ces murailles, toutes ces bâtisses sont faites de vent et de haine. Il n'y a rien d'autre. Et il est trop tard. Il n'y a rien désormais qu'elle puisse faire pour s'extirper de ce qui la constitue et de ce qui est en train de la détruire.
Et lorsque je m'approche encore davantage des statues, je reconnais ce grain minéral qu'il y a sur leur peau. C'est la couleur des murailles de cette ville. C'est la couleur des murs de ma cellule. C'est la couleur des maisons du Lazaret. Et c'est aussi la couleur de mon cœur, transformé en pierre depuis la mort de mon fils. Alors, je pense à la guerre avec la cité rivale et je l'appelle de mes vœux. Oh, la guerre! Qu'elle se charge de les emporter tous comme un volcan qui entre en éruption! Que la cité soit détruite, celle-ci, Fedora et toutes les autres qui leur ressemblent! Que leurs murailles soient abattues! Que l'on verse du sel sur leurs ruines pour que jamais rien n'y repousse! Quant à moi, je ressemble à ces maisons du Lazaret qui menacent ruines, fenêtres percées. Indifférente à mon sort, je reste debout pour le moment, mais je n'ai plus de goût pour la vie. Et plus rien ne me traverse, rien que la haine et le vent.